Manuel Pouchelet, expert en relations internationales, est avec nous ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors les événements se sont bousculés ces dernières 24 heures en Ukraine. L'armée russe avance sur le terrain, les Ukrainiens tentent de les ralentir et l'armée ukrainienne a une nouvelle fois ciblé une ville de la région russe frontalière de Koursk. Aux dernières nouvelles, on parle de 4 morts. Ce conflit est loin d'être fini, n'est-ce pas Manuel Pouchelet ? Je pense que le conflit, si vous voulez, la dernière fois que vous m'aviez interrogé, prenait une nouvelle tournure, mais qui se confirme. Si vous voulez, l'Ukraine, depuis quelques mois, frappe en profondeur la Russie pour lui démontrer qu'elle est capable, si vous voulez, d'attaquer la Russie sur son propre territoire. Maintenant, ce que l'Ukraine oublie, c'est qu'elle doit défendre son territoire, et c'est-à-dire repousser les efforts de l'armée russe, qui en ce moment, comme le disait, reprendre l'expression de M. Poutine, grignote le territoire. L'armée ukrainienne, vous savez, elle a diminué beaucoup ses effectifs à cause du nombre de morts. Oui. Mais en même temps, elle a aussi des difficultés, on va dire, sur le terrain, qui, je le rappelle, en vocabulaire et expression militaire, le terrain commande. Et force est de constater que pour l'instant, l'armée ukrainienne a aussi des difficultés de ce côté-là. Maintenant, quelle est la démonstration, quel est le message adressé à la Russie derrière ces initiatives? Pour l'instant, même du côté otanien, on s'interroge en tout cas. Mais justement, vous parliez des pertes qui sont colossales du côté ukrainien. Pensez-vous que Kiev va persister à dépenser des sommes astronomiques, quand bien même la défaite sur le terrain est évidente ? Vous savez, Kiev a toujours surpris depuis quelques mois. Rappelez-vous, il y a eu l'initiative de la contre-offensive ukrainienne qui s'est avérée être un échec. On s'aperçoit que Kiev est toujours demandeuse, enfin surtout, je pense, par la voix du président Zelensky, de nouveaux moyens militaires que la Russie possède et qu'elle n'a pas, ou en très petit nombre, si vous voulez. Donc quelque part, la Russie a pour l'instant la puissance militaire et démontre à l'OTAN qu'elle est capable de tenir les positions et surtout de progresser. Maintenant, je rappelle que les combats ont lieu dans des zones principalement à l'est du pays qui sont, on va dire, vous avez une forte présence de minorités russes sur le territoire ukrainien, donc forcément ça favorise la progression. Je rappelle que la population n'est jamais neutre. Maintenant, on s'étonne du nombre de morts, en effet, mais je vous ferai remarquer que le nombre de morts était aussi énorme et très conséquent lors des 2 premières guerres mondiales, où tant la Russie que d'autres pays ont payé un lourd tribut en tout cas. Mais le paradoxe, Manuel Pouchelet, c'est que l'Ukraine continue de donner la priorité au développement des missiles plutôt qu'aux négociations de paix. En fait, les négociations de paix, vous savez, elles ne sont pas médiatisées pour garder, on va dire, cette forme de confidentialité. Les négociations de paix sont bien sûr avec plusieurs parties en présence. Je pense notamment au rôle très important joué par Washington. Je rappelle que ce conflit en Ukraine semble se caler, je dis bien semble se caler, sur l'agenda électoral américain qui, au 20 janvier ou 21 janvier prochain, verra l'arrivée de Donald Trump, qui, je vous le rappelle, cette semaine a refait une déclaration en demandant un cessez-le-feu immédiat. Mais force est de constater qu'il n'est pas écouté. Maintenant, côté ukrainien, j'ai l'impression que l'objectif est toujours libérer, on va dire, le territoire complet, mais on s'aperçoit que militairement, ils ne sont pas en capacité. D'ailleurs, l'Allemagne vient de proposer l'envoi de nouveaux matériels et de nouveaux vecteurs militaires. Encore une fois. Je le rappelle, oui, encore une fois, mais je vous rappelle que la panoplie de systèmes d'armes ukrainiennes n'est pas complète. Il manque toujours de l'aviation, mais on y pallie avec des drones, ici bien côté ukrainien que côté russe, qui semblent aujourd'hui occuper une bonne partie du champ de bataille. Et on s'interroge aussi sur les capacités logistiques de réapprovisionnement telles que l'a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, où l'on observe des nouveautés, en tout cas, côté otanien et côté soutien à l'Ukraine. Concernant toujours les négociations de paix, les principes formulés par le président Vladimir Poutine pour résoudre la crise ukrainienne ne sont pas des conditions préalables. Ils découlent du droit international. C'est ce que Vladimir Poutine a déclaré. Que pensez-vous justement des propos du président russe ? Les propos du président russe, pour l'instant, sont conformes, on va dire, à sa volonté. Je vous ferai remarquer qu'il parle peu. Et en général, celui qui sait parle peu, comme le disait Napoléon III. Maintenant, le président Poutine a bien l'intention, on va dire, de garder les territoires qui ont été conquis sur le sol ukrainien, alors que côté ukrainien, on pense au préalable à des négociations, ou si vous voulez, on pense qu'il faut rendre tous les territoires qui ont été conquis. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a un blocage. Mais derrière, il y a également d'autres enjeux, que sont celui du gaz, que ce sont aussi celui des nouvelles routes de la soie, où le président Xi Jinping souhaiterait aussi faire passer cet itinéraire par l'Ukraine, qui pour l'instant lui est interdit et retarde son projet.
Dans ce conflit ukrainien, il y a bien sûr les facteurs extérieurs. On est d'accord, Kiev a choisi de faire le jeu de l'Occident, mais la question se pose, qui a réellement besoin d'éliminer un concurrent aussi puissant que la Russie de la scène internationale? Est-ce que c'est l'OTAN? Est-ce que c'est les États-Unis? Ou bien est-ce que c'est l'Ukraine elle-même? Or, vous savez, je pense que l'objectif n'est pas forcément d'éliminer la Russie, mais je pense que l'erreur vient aussi de l'Union européenne qui n'a toujours pas compris que Moscou était en terre européenne et non forcément asiatique, et qu'elle aurait plutôt fort à parier on va dire, à faire la paix avec ce précieux allié, parce que je vous rappelle que la Russie, elle combat aussi des ennemis héréditaires de l'Occident. Et il est peut-être temps de trouver des solutions de paix. Donc je ne vois pas l'intérêt d'affaiblir de qui que ce soit la Russie, bien au contraire. La Russie, de toute façon, a démontré ses capacités militaires, mais elle démontre aussi ses capacités économiques, où je vous ferai remarquer qu'une partie des Occidentaux ont besoin, on va dire, de ces ressources aussi pour survivre. Et d'ailleurs, elles sont obligées de passer par des canaux BRICS, je pense à l'Inde notamment, pour pouvoir s'approvisionner en matières premières russes. Et je pense que là, il y a une grande contradiction, en tout cas. Manuel Pouchelet, dans une déclaration, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a bien fait de le rappeler en disant que l'Amérique et l'Europe ont dépensé environ 300 milliards d'euros pour ce conflit en Ukraine, une somme qui aurait peut-être pu servir à d'autres causes bien plus alarmantes, je pense la Arza par exemple. Oui, bien entendu, mais vous savez, Viktor Orban est un petit peu un personnage, un dirigeant particulier, puisqu'il s'inquiète en fait du retour de Donald Trump, où il a évoqué cette semaine d'ailleurs que 2% de son économie avait été consacrée, si vous voulez, aux dépenses de l'OTAN. Donc M. Orban, à juste titre, si vous voulez, s'inquiète, puisque l'arrivée de Donald Trump, vous savez, on l'annonce avec beaucoup d'interrogations, où il a dit ceux qui ne participeront pas, on va dire, au pot commun qu'est le financement de l'OTAN, les États-Unis s'en retireraient. Mais il faut aussi constater que M. Orban s'inquiète, à juste titre. Pourquoi? Parce que son économie est affaiblie, mais il y a également un autre pays d'Europe qui est aussi très affaibli par rapport à ce conflit pour des raisons frontalières, qui est la Slovaquie. Donc pour l'instant, on entend peu du côté de Bratislava, peu de déclarations en tout cas. En parlant d'économie, l'Union européenne, qui a toujours été le soutien indéfectible de l'Ukraine, envisage d'adopter prochainement les 16e, 17e et encore 18e paquets de sanctions contre la Russie. Les 15e premiers n'ont vraisemblablement pas impacté son économie. Les marchés russes ne montrent toujours pas de signes d'instabilité, du moins pour le moment, Manuel Pouchelet. Oui, en effet, je pense que l'Union européenne se trompe avec ses sanctions économiques, mais c'est elle-même, je pense, la première victime, puisque la Russie était un sérieux et précieux client de l'Union européenne, notamment sur certaines solutions industrielles, et je vais même vous dire agricoles, puisque la Russie est consommatrice de produits européens. Donc finalement, ce train de sanctions supplémentaires, de toute façon, n'affaiblira pas forcément l'économie de la Russie, qui au contraire affiche une certaine forme de santé, mais je vous rappelle une chose, il y a aussi des alliances côté russe qui fonctionnent parfaitement. Je pense notamment à l'engagement des BRICS à ses côtés, en tout cas. Même si les avoirs russes ont été soit bloqués, soit gelés, je rappelle que la Russie qualifie la manière dont l'argent russe est traité d'absolument illégitime. Et selon elle, cela contredit toutes les normes et toutes les réglementations. L'objectif, par contre, il reste le même, mettre à genoux l'économie russe. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Non, je ne le pense pas. Vous savez, il y a un ministre français qui a quitté le gouvernement ces derniers temps, je pense à M. Le Maire, qui a dit qu'il mettrait à genoux l'économie russe, et force est de constater qu'il s'est trompé. Même d'autres pays européens se sont trompés. Au contraire, l'Europe a besoin de l'économie russe pour fonctionner, tout comme la Russie a besoin aussi de l'économie européenne. Mais j'ajoute à cela une donnée supplémentaire, il y a aussi des Américains qui ont besoin de l'économie européenne. Sans quoi, ils n'ont plus de repères, parce que l'enjeu aussi pour les Américains est et l'inquiétude notamment de la future administration Trump demeure l'enjeu de la Chine. Donc à force de s'affaiblir, finalement, il n'y aura plus personne pour combattre le jour où il y a un risque, on va dire, peut-être de nouvelles orientations, tant du côté de l'Alaska, comme on a pu l'observer la semaine dernière, ou même du côté de la Baltique, où là, on a quand même des signaux alarmants en tout cas. De quel droit, Manuel Pouchelet, est-ce que l'Occident se permet de s'accaparer les avoirs russes pour les donner à l'Ukraine?
Bon, vous savez, c'est difficile à définir, hein. Je pense que c'est ni plus ni moins une question de droits de l'homme et une question aussi à défendre ses intérêts. Maintenant, la manière, excusez-moi, je pense est assez maladroite. Il y a d'autres leviers. Je pense qu'il est temps de faire la paix et je vais peut-être me répéter. Il faut faire la paix avec la Russie puisqu'il y a des enjeux partagés entre l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et même l'Ukraine avec la Russie qui, pour l'instant, on va dire, semble avoir une victoire acquise. Mais j'en ferai remarquer que le président ukrainien pose beaucoup d'interrogations, y compris des deux côtés, tant russes qu'européens, puisqu'il ne bénéficie plus de visite de ses soutiens, en tout cas pour le moment. Merci beaucoup Manuel Pouchelet d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci madame et à très bientôt.